moins qu'on puisse dire, je crois effectivement au début de cette table ronde et de la suivante, c'est que nos élites politiques, c'est du moins qui nous gouvernent, ont perdu le sens du bien commun. Les élections européennes le confirment. L'abstention est galopante depuis 1979, hein, c'est depuis en effet 45 ans, c'est ça que l'on vote pour les élections européennes au suffrage universel, et on observe dans tous les pays une abstention croissante, non seulement dans les pays membres fondateurs de l'Union européenne, mais même dans les pays plus récents, hein, on disait si avides d'entrer dans l'Union européenne, dans ce paradis terrestre, dans cette nouvelle Jérusalem. Rien n'y fait, et même la fausse promesse qui est faite par l'UMP et le PS en France, et je suppose également leurs équivalents dans les autres pays européens, que ce sont nous, les citoyens, ou prétendus citoyens européens, qui, par notre vote fin mai, éliront de facto le président de la Commission européenne, même cette annonce, qui est d'ailleurs fausse, puisque le président continuera à être désigné par la Commission européenne, fait un flop véritable. Tout simplement pour une seule raison, c'est que les Français et les peuples européens ne se sont pas représentés par aucun des dirigeants de l'Union européenne. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Mais pour mieux faire passer leur projet mondialiste, l'oligarchie tente de remplacer effectivement les PRL de chaque nation par un peuple européen existant, étant de dissoudre ces peuples dans un magma artificiel. Que ce soit les organismes transnationaux ou supranationaux, l'Union européenne ou même notre gouvernement, hein, ils refusent tous de conduire des politiques pour le peuple, même si c'est en son nom qu'ils les conduisent. Or, nous avons assisté, Étienne l'a rappelé dans son introduction, à un réveil, particulièrement en France. Nous ne savons pas ce que seront les résultats des élections européennes d'ici 3 semaines ou 15 jours, mais maintenant, les observateurs parlent d'une abstention encore plus croissante. On parle également d'une percée des eurosceptiques, qu'on appelle les euros pour les discréditer. Mais ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'a été le réveil du peuple français il y a 1 an. Et quels ont été les enjeux de ce réveil? Défense de la famille, défense du mariage, défense de la famille, défense de l'enfant. Aujourd'hui, défense d'une saine distinction, d'une saine différence entre l'homme et la femme, mais défense également de la vie, du travail, face à la finance, défense tout simplement de la liberté d'expression. Vous le savez, le CSA, hein, ce contrôle socialiste sur l'audiovisuel, veut bientôt effectivement mettre la main sur Internet, au nom bien sûr d'une morale, d'un ordre moral socialiste. Et européiste d'ailleurs, parce que c'est souvent, en fait, c'est tout simplement socialiste libéral. Voilà, quels sont les enjeux de ce réveil? Alors, un an après le début de ce réveil, quels sont les nouveaux champs d'action populaire? Quelle est leur fécondité? Quelle peut être leur traduction, non pas politicienne, car ça voudrait dire que ce réveil serait récupéré par des partis politiques, mais politiques au sens noble du terme. Alors, nous ne pouvons pas faire mieux pour cette première table ronde que donner la parole à 4 des principaux acteurs, précisément de cette renaissance. Béatrice Bourges, présidente du groupe français. Marie Gould, qui dirige la journée de retraite d'école. Jean-Claude Martinez, ex-député national, ex-député européen, et peut-être bientôt futur député européen, consultant et surtout premier président de la Manif pour tous. Alors, je vais vous poser à tous 3 questions uniquement pour lancer la table ronde. Après, vous répondrez comme vous voulez. Est-ce que le rapide tableau que j'ai dressé de la situation paraît exact? Quels espoirs fondés sur les nouveaux champs d'action populaire? Comment éviter qu'ils ne soient récupérés, justement? Comment éviter que nous soyons réduits à une sorte de bourgeadisme? C'est ce que prennent nos adversaires. Je vous laisse la parole, Béatrice Bourges. Politiquement incorrect. Alors en fait, la question qui était
été posées tout à fait au début, c'était que notre nation et nos lois sont construits autour du peuple, tout à la fois fin et moyen du bien commun. Donc moi j'ai réfléchi par rapport à ça et je me suis dit qu'en effet l'objectif c'était le bien commun. Quel était le meilleur système politique? Je crois que ce sera plutôt abordé en deuxième table ronde. Moi ce que je voudrais surtout dire, c'est que je pense que ce qui compte, à mon avis, c'est la façon dont celui qui a le pouvoir, qui possède le pouvoir, l'exerce. Et ce pouvoir ne peut être exercé avec justice et responsabilité que si celui qui l'exerce a toujours et absolument toujours en tête que au-dessus de lui, il y a plus grand que lui et qu'il est au service de ceux qu'il gouverne. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe actuellement. Pour exercer le pouvoir, il faut toujours avoir en tête l'humilité. Quelqu'un qui exerce le pouvoir et qui n'est pas quelqu'un d'humble et qui sait qu'il y a plus grand que lui, exercera forcément le pouvoir à l'envers. Alors qu'on assiste quoi en ce moment? On assiste à un exercice du pouvoir qui est complètement dévoyé. Je disais que celui qui exerce le pouvoir doit se rendre compte et avoir incessamment en tête qu'au-dessus de lui, il y a plus grand que lui, et qui est plus grand que lui? Eh bien, c'est tout simplement Dieu. Il est impossible d'avoir cette conception du pouvoir lorsqu'on cherche à tuer Dieu et qu'on considère que l'homme est maître de lui-même. C'est ce à quoi on assiste en ce moment par cette idéologie nihiliste. C'est pas nouveau. Toutes les dictatures et tous les totalitarismes se sont construits autour de cette idéologie du nihilisme, et on sait bien que cette idéologie du nihilisme, son point de départ, qui remonte peut-être même encore avant, mais c'est l'idéologie relativiste développée en particulier par les Lumières avec l'encyclopédie, etc. Alors, le nihilisme, comment se traduit-il dans nos temps modernes? Eh bien, il se traduit tout simplement par la volonté d'établir un nouvel ordre mondial. C'est un peu ce que François Marciec disait tout à l'heure. Ce mondialisme qui fait de l'homme un individu déraciné, atomisé, coupé de sa relation verticale, donc c'est-à-dire de sa relation transcendantale, c'est-à-dire de sa relation à son créateur, de sa relation à Dieu, et coupé également de sa relation horizontale, qui est la relation aux autres, et qui fait qu'il devient une personne humaine et qu'il est un homme. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tous tes désirs sont des droits, c'est simple, et toutes tes pulsions sont respectables. Tes désirs sont des droits, c'est-à-dire que tu veux te marier avec qui tu veux, c'est donc un droit, mariage pour tous. Tu veux avoir des enfants, tu en as le droit. Si la nature t'en empêche, eh bien l'argent te le permettra. PMA, GPA. Et puis après tout, si tu veux changer de sexe, si tu veux changer d'identité, il n'y a aucun problème. Tu en as le droit puisque c'est ton désir. Et c'est là qu'on arrive à l'idéologie du genre. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que l'homme perd absolument tous ses repères et toutes ses identités. Ses repères, c'est-à-dire son identité sexuelle, sa famille, son pays, et à ce moment-là, évidemment, il devient extrêmement facilement manipulable, puisqu'il n'a plus d'enracinement. Alors, comme il ne peut pas se suffire à lui-même, et qu'il est incapable de subvenir à ses besoins élémentaires, eh bien, il va faire appel à l'État pour ses besoins primaires. Et c'est à ce moment-là que l'État prend possession de lui, et lui fait croire que sans lui, donc sans l'État, l'homme ne peut pas survivre. Et c'est ainsi que la peur s'installe et que l'homme devient soumis. C'est cette démarche qui s'est installée et donc qui a fait de nous, peut-être moins nous que d'autres, mais malgré tout un peuple anesthésié. Donc on voit bien que au-dessus de lui, il n'y a pas dans cette idéologie. Et qu'à partir du moment où il n'y a pas au-dessus de lui, alors il est impossible que le pouvoir soit exercé
au service d'un autre que de soi-même. C'est-à-dire que donc on arrive avec ce que je vous disais, ce pouvoir qui est complètement perverti et qui a perdu le sens de ce qu'il doit être. Mais comme ce but n'est pas avouable, les gouvernants vont pas nous dire en fait c'est nous qu'on sert. Alors, ils vont tout faire pour décérébrer l'homme, pour lui enlever son cerveau, pour faire de nous, du peuple, des hommes, des clones, incapables de réfléchir. Ils vont travestir les mots, liberté, paix, justice, et puis ils vont déifier l'apparence. Pourquoi? Ils ne veulent faire vivre l'homme que par l'image. Parce que moins l'homme a d'intériorité, moins l'homme réfléchit, moins il est libre, parce que la véritable liberté, c'est la liberté intérieure. Donc on va tenter de la couper, cette liberté intérieure. Et si quelqu'un ne rentre pas dans les critères, dans le schéma, alors on va lui promettre la mort sociale. Et c'est ainsi que s'installe le terrorisme. Et c'est ainsi qu'on fabrique un peuple anesthésié et asservi, grégaire, à qui l'on donne du pain et des jeux. Et on est exactement actuellement dans ce schéma. Une fois que ce décor, on va dire, un peu tristounet est posé, on va se poser la question de savoir comment lutter. Parce que bien sûr, on peut lutter contre ça. Alors moi, je vais vous dire, je pense que d'abord, ce qu'il faut faire, c'est changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il est maintenant, et je le dis 1 an et demi après le début, indispensable de situer ce combat au niveau auquel il doit se situer. Et ce combat, c'est pas compliqué, c'est un combat spirituel. Donc il faut oser parler de Dieu, car l'homme est naturellement, c'est dans sa nature, naturellement à la recherche de plus grand que lui. Une société nihiliste a forcément ses limites, par définition, puisqu'elle considère que l'homme est tout. Or, l'homme est limité. Donc cette idéologie, elle est fondée sur une imposture. Et les impostures, il y a toujours un moment où elles s'effondrent. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je crois qu'il est important, puisqu'on parlait du peuple, de considérer que le peuple, ça n'est pas une masse informe, mais que le peuple, c'est en réalité une somme d'enfants de Dieu. Et je crois que ça change tout, et que ça change tout, en particulier dans le regard que l'on va porter ensuite sur ce peuple. Parce que du coup, la façon de s'adresser à ce peuple, elle est complètement différente. Mais pour ça, il faut s'adresser, il faut s'attaquer au système politique. Parce que pour changer de paradigme, il faut changer de système politique. Le système politique est pourri. Il est pourri complètement. Il a commencé à pourrir par la tête. François a parlé d'oligarchie. Eh bien, je pense qu'il faut se débarrasser de tout ça. C'est la raison pour laquelle, vous savez que je ne suis pas langue de bois, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à l'être, mais c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec le mouvement politique qui s'appelle Sens commun et qui a été créé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que abonder le système, en particulier l'UMP, abonder le système est non seulement critiquable, j'y vais un peu fort, mais ça m'est égal, c'est coupable. Parce que, regardez, vous avez l'UMP, Sens commun arrive, toutes les idées de Sens commun, je les partage, c'est pas le sujet. Mais comme il y a Sens commun, qu'est-ce que va faire l'UMP pour rassurer ceux qui sont de l'autre côté? Eh bien, il va nommer le président, l'ancien président fondateur de Gay-Lib, l'association des gays associés à l'UMP autrefois, comme secrétaire national chargé de la diversité. Et c'est tout simple, on retourne toujours dans le même système. Alors il y a un moment où il faudra couper avec tout ça. Et je crois que notre rôle, ce n'est pas de faire survivre artificiellement, mais d'accélérer l'effondrement inéluctable de ce système. Il faut en hâter la chute. Et comment passer d'un peuple avachi,
à un peuple de résistants? Parce que c'est ça la question. Une première étape a été franchie, mais là encore, je ne serai pas langue de bois, ça n'est qu'une première étape, il va falloir aller beaucoup plus loin, et c'est là que je m'interroge. La première étape qui a été franchie, c'est grâce à la naissance des nouveaux mouvements sociétaux. Pourquoi je dis nouveaux? Parce que tant dans le fond que dans la forme, ils sont nouveaux. Dans le fond, parce qu'ils sont nés d'un instinct de survie. Les gens qui sont descendus, nous tous qui sommes descendus dans la rue, je ne sais pas s'il y a 1 an et demi, bon, moi ça fait 8-10 ans que je suis dans ce combat, donc je vais me mettre un peu à part, parce que j'étais un petit peu avertie. Et vous tous, ceux qui n'étaient pas encore formés, quand vous êtes descendus dans la rue, beaucoup d'entre vous sont descendus parce que, par instinct de survie, non pas parce que vous saviez précisément grand 1, grand 2, grand 3, pourquoi, vous n'aviez pas fait des plans dans votre tête en vous disant non, non, moi je descends parce que... Non, vous êtes descendus parce que c'est vos tripes qui sont descendus, parce que vous saviez que la civilisation était en danger, et parce que vous saviez que c'était une question de vie ou de mort. Vous le sentiez instinctivement, nous le sentions tous instinctivement. Alors, ça, c'est nouveau. Et deuxièmement, pourquoi c'est nouveau? Parce que nous ne sommes pas descendus dans la rue pour défendre des corporatismes ou pour défendre des droits acquis. Mais justement, nous sommes descendus par instinct. Et c'est donc extrêmement nouveau, extrêmement important. Ça, c'est le fond. Et la forme. Pourquoi c'est nouveau sur la forme? Parce que il y a eu énormément de choses. D'abord, c'était un mouvement de rue. La rue, c'était la gauche. La rue, c'était pas la droite. Alors oui, on a commencé à apprendre la culture de la rue. Ensuite, on a commencé à renouer avec les générations. Vous avez vu des grands-parents, des parents, des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants qui descendaient ensemble dans la rue. Et là, par rapport à la Révolution française, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, où du passé faisons table rase, ou par rapport à mai 68, où là c'était la même chose et les générations anciennes, il fallait les mettre au rebut, et bien là, on a vu que non, il y avait le lien justement, du début de cette transcendance qui était renouée. Donc ça, je pense que c'est extrêmement positif. Ensuite, c'est une nébuleuse. Et ça, on a toujours fait des choses très carrées. Et là, c'est une nébuleuse avec une certaine, et là encore, je dis une certaine, pas suffisante, mais une certaine capacité d'adaptation par rapport aux différents événements qui arrivaient. Et puis, très important, ces mouvements sociétaux peuvent s'exprimer avec de nouvelles formes de médias qui sont des médias alternatifs. Et ça, je pense que c'est capital parce que ça permet de montrer que les partis politiques existants sont obsolètes. Vous voyez bien, ils ne représentent, d'ailleurs, les études d'opinion le montrent bien, plus personne n'a confiance. Ça permet de faire une dénonciation officielle, encore un peu confidentielle, parce que ces médias n'ont pas encore suffisamment d'audience, mais une dénonciation de l'oligarchie, et puis ça permet de rendre visible ce qui est absurde, et cette imposture dont je parlais tout à l'heure. Donc, je crois que c'est extrêmement important de continuer à dénoncer sans relâche. Même si ça se situe un peu dans le long terme et que c'est parfois un peu décourageant parce qu'on voudrait des résultats plus rapides, je pense qu'il faut dénoncer sans relâche, sans relâche. Mais, cette première étape est totalement insuffisante pour obtenir la victoire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce combat est doit maintenant se situer au niveau spirituel. Et nos ennemis le font, ils ne s'y trompent pas. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, la Queer Week, dont vous avez peut-être entendu parler à Sciences Po. La Queer Week, c'est une semaine de débauche, comment arriver à être le plus et le mieux débauché possible à Sciences Po. C'est tout à fait ce qu'on attend de nos élites. Hein. Donc c'est ça, la semaine de la Queer Week. Eh bien, cette semaine, savez-vous comment elle a démarré? Elle a démarré par des séances de satanisme et de chamanisme dans les jardins de Sciences Po. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils savent à quel niveau va se situer ce qu'ils croient être leur victoire, qui sera leur défaite, mais ce qu'ils croient être leur victoire. Deuxième exemple, les Fémènes. Savez-vous ce qu'elles ont fait de mieux quand même pendant les 3 jours du vendredi saint, du samedi saint et du dimanche de Pâques? Elles ont fait des messes noires et elles ont invité tout le monde à la débauche et au satanisme. Alors eux, ils ne s'y trompent pas. Eh bien nous devons
aussi ne pas nous y tromper. C'est-à-dire qu'il faut oser maintenant. Et je crois que tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on n'osera pas le dire haut et fort, on ne pourra pas gagner. Nous avons besoin de Dieu, eh bien disons-lui, mais pas seulement dans nos assemblées confidentielles, veillées de prière, messes, etc., ce qui évidemment est prière personnelle, ce qui est évidemment complètement essentiel, mais aussi osons le dire, oui, nous avons besoin de lui, eh bien disons-le sans orgueil et sans fausse pudeur. Alors je vais parler un peu de LMPT, puisque là encore je suis sans langue de bois. Je pense que LMPT, je vous le dis franchement, s'est installé dans un certain confort. Le danger, c'est de passer de la stratégie au reniement. Et je m'explique. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, c'est pour moi ce que je sens très très fort comme danger. Passer de la stratégie au reniement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, on descend et on se dit instinct de survie, etc., tout ce que je disais tout à l'heure, et on se dit on va surtout essayer d'élargir, et très bien, pas de problème. Il faut amener tout le monde, et là, je suis archi d'accord. Première manifestation, c'est très bien, qui sont dans la rue, 90% de catholiques. Ok, deuxième manifestation, même chose, voire plus. Et là, on continue à dire, cacher ce col romain que je ne saurais voir. Eh bien écoutez, moi je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'à partir du moment où on avait testé, c'est ce que j'appelle la stratégie, très bien, attention de ne pas passer au reniement et de ne pas être dans le confort, parce que dire qu'on a besoin de Dieu, c'est sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte. Il faut avoir un langage beaucoup plus offensif. Et arrêter de faire de l'angélisme. Alors je vais encore dire, lorsque j'ai vu la visite de Laurence Rossignol, et je ne fais aucune attaque ad hominem, comprenez-le bien, j'ai été effondrée. J'ai été effondrée. Pourquoi j'ai été effondrée? Parce qu'on a quand même réussi à dire qu'on restait vigilant, mais qu'on était rassuré sur certains points. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'y a-t-il de rassurant? Est-ce que Laurence Rossignol a retiré ses propos disant « les parents n'appartiennent pas aux parents » ? Non. Les enfants n'appartiennent pas aux parents? Non. A-t-elle dit qu'elle allait interdire aux entreprises américaines de location de ventre de femmes et de vente d'enfants, par conséquent, de venir en France? Non. A-t-elle dit qu'elle allait retirer la circulaire Taubira qui permettait à des enfants nés sur le sol étranger par GPA d'obtenir la nationalité française? Est-ce qu'elle l'a dit? Non. Est-ce qu'elle a parlé des apaisés de l'égalité, qui sont le danger, et j'en parlerai pas trop parce que Farida va en parler admirablement, mais est-ce qu'on en a parlé? Non. Elle ne pouvait pas dire qu'elle était contre. Puisque de toute façon, on n'en a même pas parlé pendant le rendez-vous, parce qu'il paraît que ce n'était pas le sujet. Moi, je pense qu'il n'y avait s'il y avait un sujet à aborder, c'était celui-là. Est-ce qu'on a demandé le retrait? Est-ce qu'elle a dit qu'elle allait retirer la loi Taubira? Non. Et pourquoi elle ne risquait pas? Puisqu'en fait, on n'en a pas parlé non plus. Parce que ce n'était pas le sujet. Alors, je crois qu'il faut être beaucoup plus offensif. On a créé un rapport de force. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport de force? Je ne sais pas. Peut-être que Farida Beghoul pourrait peut-être intervenir maintenant, justement. Non, je voudrais juste terminer, j'en ai pas pour longtemps. C'est la violence, c'est ça. Autre chose qui m'a mis un peu en colère, l'histoire du lycée Gerson. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Alliance Vita intervient au lycée Gerson et il se passe un truc incroyable, c'est qu'on explique que Alliance Vita a dit que l'avortement c'était pas bien et que non mais attendez, on est quand même dans un monde intégrisme parce qu'Alliance Vita a simplement dit la vérité. C'est pas ça qui me met en colère, parce qu'au contraire, ce qui me met en colère c'est la réaction. Et là encore, je suis pas langue de bois, mais c'est pas pour ça qu'on a dit bon, tant mieux. 3 jours, 4 jours on attend pour que Monseigneur 23 intervienne. Monseigneur 23, j'attendais de lui, de mon évêque. Je n'ai pas mon évêque d'ailleurs parce que je suis dans les Yvelines, mais j'attendais de lui, j'aurais attendu de lui, qu'il se lève immédiatement et qu'il dise c'est un scandale. C'est un scandale parce que oui, évidemment qu'Alliance Vita peut aller dans un établissement catholique pour dire des choses qui sont la vérité. Eh bien non. Moi j'ai attendu, j'ai regardé les trucs de la chambre, j'ai rien vu. Au bout de 3 jours, 4 jours, sur une radio catholique. Donc le mérite était quand même pas, non plus, il n'est pas allé à France Inter pour dire ça. Oui, j'ai été choquée, mais c'est pas que j'ai été choquée, parce que je critique pas pour critiquer, c'est pas le sujet. Évidemment que je préférerais me sentir complètement en phase. C'est juste que je me sens mal à l'aise. Et quand je me sens mal à l'aise, eh ben je le dis.
Voilà. Et puis, pareil, l'Alliance Vita, au lieu de taper du poing sur la table en disant « Eh bien, oui, voilà », non, ils se sont excusés. Ils ont dit « Mais non, on n'a pas voulu dire ça, on n'a pas voulu blesser. » Mais évidemment qu'ils n'ont pas voulu blesser. Et évidemment qu'ils n'ont pas dit des choses désagréables. Et évidemment qu'on a inventé des propos. Mais au lieu de se renfermer sur soi-même, parce que quoi, ils ont peur, mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être calomniés. Eh bien oui, eh ben soyons calomniés. De toute façon, on n'y arrivera pas si on n'est pas calomniés. On n'y arrivera pas si on ne fait pas des sacrifices. Donc les actions doivent être extrêmement fortes. Et là, j'en parle pas parce que c'est évidemment Farida qui va en parler. Mais les chiens, je tiens à lui rendre hommage, mais à lui rendre des milliards de fois hommage, parce que Farida Belgoul a fait trembler la République. Farida Belgoul a fait trembler la République. Eh bien, chapeau, chapeau, chapeau Farida, et merci Farida. Mais bon, j'ai une tribune, je suis heureuse de parler, je suis heureuse d'être ici, donc pardonnez-moi François, voilà. Je déborde et j'assume. Alors, la vraie question, c'est la question, maintenant. Et là, je vais vous ramener à vous-même. Est-ce que on est prêt, chacun de nous est prêt à changer réellement les choses? Est-ce qu'on a réellement en conscience le désir, et c'est là que je ne sais pas. Parce que nous sommes installés dans notre confort, en particulier matériel. Est-ce qu'on est réellement prêt à changer ses habitudes? Oui, oui, oui. Eh bien bravo, mais je ne suis pas sûre que nous, peut-être, là, on n'est pas suffisamment nombreux pour faire un changement total de la France, malheureusement. Et je ne suis pas du tout sûre que tous les gens qui protestent soient prêts à faire de réels sacrifices. Car le régime les a aussi anesthésiés. Le régime a fait de nous un peuple obéissant, quoi que nous en disions. Il a fait de nous un peuple légitimiste. Combien de maires sont prêts à risquer très gros pour ne pas célébrer un mariage entre personnes de même sexe? La victoire ne pourra être acquise qu'au prix de réels sacrifices, ce qui nécessite que chacun, en conscience, se pose les vraies questions. Jusqu'où suis-je prêt à aller? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à perdre? Quelle va être la mesure de mon sacrifice? Quelle est aujourd'hui ma place, ma bonne place, pas la place du voisin, pas de jugement sur le voisin, mais moi-même. Car être dans la résistance, c'est commencer par me poser la question de ce que je suis prêt à perdre pour défendre la liberté, pour défendre la vérité, pour défendre ma religion, pour défendre la France. Est-ce que je suis prêt à céder aux pressions? Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, et vous le savez, et je ne suis pas la seule autour de cette table, les pressions peuvent parfois être d'une violence et d'une force ahurissante. Est-ce que je suis prête à perdre ma réputation aux yeux des hommes? La calomnie est aisée. Là encore, je sais de quoi je parle. La rumeur est un poison. Est-ce que je suis prêt à l'assumer? Est-ce que je suis prêt à perdre mes biens matériels? Ou mon confort l'emporte-t-il sur mes convictions? En un mot, est-ce que je suis prêt à y laisser ma vie? Est-ce que je suis capable de mettre ma peau au bout de mes convictions? Alors avant de parler de la résistance des autres, je pense qu'il faut que nous commencions par nous positionner par rapport à nous-mêmes. Car c'est notre force intérieure qui nous permettra de monter ce mur de résistance qui finira par devenir indestructible, je vous l'assure. Nous sommes tous
indispensable. Pas un seul ne doit manquer. Les plus vaillants peuvent et doivent aller chercher les plus fragiles. Chacun a sa place. Et cette place, elle vous attend. Elle nous attend. Vous savez que chacune des pierres a une importance. Et là, ça n'est même pas un mur que nous sommes en train de construire, c'est une cathédrale. C'est ainsi que petit à petit, nous ferons lever le peuple, le fameux peuple de France, et que nous deviendrons les Christéros que nous sommes appelés à être. Merci. Nécessaire entre vos deux interventions et je vous laisse la parole tout de suite. Oui, il n'y aura pas de transition parce qu'avec tout ce que vient de dire Béatrice Bourges, évidemment, je partage énormément de choses. Alors peut-être pas la totalité parce que je pense que lorsqu'elle vous appelle à la fin de son intervention à faire des sacrifices, moi je peux vous dire que dans le cadre de l'action que j'ai menée, et j'en ai probablement pas assez parlé avec Béatrice, en fait, il ne fallait pas sacrifier grand-chose pour gagner et vous n'avez pas voulu le faire. Le vous que je vais employer, c'est un vous générique, c'est-à-dire que je ne m'y inclurai pas, si vous le permettez, mais disons que j'y inclurai à la fois les catholiques, les musulmans, en particulier, et les athées. Pourquoi? Bien parce que lorsque nous parlons du peuple, nous parlons de quoi? Nous parlons de quelque chose qui n'est pas informe, comme le disait très bien Béatrice Bourges, mais nous parlons d'une dimension de l'être humain qui est son existence collective, avec ses compartiments. Alors on va simplifier les choses dans la France d'aujourd'hui, et si j'en prends effectivement le combat de la Manif pour tous qui nous a fait apparaître l'existence de catholiques, figurez-vous que moi avant ça je ne savais pas qu'il y avait des cathos en France. Pour moi il y avait des athées, des francs-macs, au mieux... C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France d'ailleurs, à 52 ans. J'ai pensé après de nombreux combats vaincus et défaites qu'il fallait mieux quitter ce pays qui était mort et avec lequel il n'était plus possible de faire quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu les catholiques, comme elle le disait tout à l'heure, à 80%, être les rangs de la Manif pour tous, j'ai pensé à un réveil, j'ai pensé à un sursaut et je suis revenue. Eh bien, figurez-vous que je me suis trompée. Il n'y a pas de sursaut et il n'y a pas de réveil. Pour la belle raison que j'ai découvert... Non mais c'est pas des insultes, hein, à provocation, même pas. C'est un fait que je découvre dans la JRE, c'est que j'ai découvert qu'il n'y avait plus que des catholiques libéraux. Je fais bouger là, hein. Ça me fait plaisir que vous résistiez en disant que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que c'est que les catholiques libéraux? C'est ce dont vient de vous parler Béatrice Bourges, c'est-à-dire des gens qui peuvent oui ou non, vous avez répondu oui à quelques-uns, mais il n'y a pas eu foule. Est-ce que oui ou non vous êtes prêts à tous les sacrifices pour la victoire? Alors ce n'est pas une salle de catholiques libéraux. Non. Bien, en tout cas dans la JRE, que s'est-il passé? Il s'est passé que nous avons à un moment donné décidé cette action sur une idée que j'ai eue, parce qu'il m'a semblé justement qu'en matière de modalité d'action ou de résistance, les formes qui devraient être empruntées dans le combat devaient être efficaces. Étant entendu que nous estimions, j'estimais en particulier que la manifestation ou la pétition ne pouvait plus constituer des armes véritables dans la mesure où le système sait parfaitement gérer ce type de modalité de résistance. Ça ne le dérange pas que nous soyons 4 millions dans les rues, même éventuellement unis les uns aux autres, ce qui n'est quand même pas arrivé, puisque le défaut de la présence des musulmans nous a été fatal. Je l'ai dit aux musulmans, partout où je suis allé, vous portez la responsabilité historique, sans vous être liés aux catholiques de la Manif pour tous, d'avoir laissé passer la loi Taubira. Aujourd'hui, je dirais aux catholiques, vous portez la responsabilité historique de n'avoir pas rejoint les musulmans dans la JRE et donc de laisser passer l'idéologie du genre à l'école. Nous en sommes là. Nous en sommes là, et pourquoi en sommes-nous là?
Eh bien parce que nous sommes dans une société perverse. Dans la caractéristique de la perversité, c'est le mensonge bien évidemment, mais c'est le cloisonnement. Et c'est parce qu'il y a cloisonnement que catholiques et musulmans ne parviennent pas à faire des actions communes. Nous sommes aujourd'hui à une époque de l'histoire de la France où nous ne pourrons pas faire l'économie de ce que j'ai appelé cette convergence islamo-catholique. Et on me reproche partout de trop parler de religion, y compris et surtout de la part des dirigeants de la Manif pour tous, puisque, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Béatrice, nous avons affaire là à un mouvement aconfessionnel. La première réflexion que je me suis faite lorsque confrontée aux dirigeants de la Manif pour tous, on me reprochait par exemple mes interventions, comme ils les appelaient, religieuses, je me suis demandé si un mouvement du peuple pouvait gagner en ayant foutu bon Dieu à la porte. Ça, c'est quand même une question à laquelle, aujourd'hui, Ludovine de la Rochère doit répondre. Est-ce que le peuple français, ou le peuple de France, dans sa racine comme dans ses branches, peut emporter le combat en ayant mis Dieu à la porte? Non! Donc, c'est une question qu'il va falloir résoudre dans ce pays, c'est-à-dire allons-nous, oui ou non, et d'ailleurs la JRE n'est pas un mouvement confessionnel, mais la JRE appelle à la convergence islamo-catholique qui est déjà une première étape dans le marasme anti-religieux dans lequel nous nous trouvons dans ce pays pour susciter justement cette question et tenter d'y répondre de manière active, parce que nous en avons marre du bavardage. Il ne sert à rien de parler si ces discours ne sont pas suivis en actes. Il ne se passera rien tant que nous restons enfermés dans des salles à discourir de manière savante ou non sur des questions que nous ne résolvons jamais dans la réalité. Internet, d'une certaine façon, nous a piégés, car nous a permis de vivre des révolutions extraordinairement spirituelles ou économiques ou politiques dans le virtuel, mais évidemment, comme les manifestations ou les pétitions, ces révolutions virtuelles ne dérangent pas le système. Elles existent d'ailleurs pour nous maintenir tranquillement à n'être des guerriers du clavier, quand en vérité, la veuve et l'orphelin nous attendent dehors dans la réalité. Où sont les guerriers catholiques? Où sont les guerriers musulmans? Nous avons tenté dans la JRE d'aller à leur rencontre et de les mobiliser. Je peux vous dire tout à fait solennellement et sérieusement que nous ne les avons pas trouvés. Donc il n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment le moment d'être, je dirais, autosatisfait, même si cette salle l'est moins qu'ailleurs, ou d'imaginer qu'on puisse effectivement parler d'un réveil, puisque je continue de dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que j'ai découvert une France qui était dans sa tombe et qui n'en était toujours pas sortie. Et si elle n'en est pas sortie, cette France, et on se demandera bien pourquoi une musulmane a le désir de faire sortir la France chrétienne de sa tombe, et bien parce que je suis convaincue, après 55 ans d'existence sur cette terre, qu'en effet la France chrétienne est une nécessité, et pour le monde entier. Et pour le monde entier. La France chrétienne, une nécessité, ça veut dire qu'en effet, nous pourrons espérer avec cette France chrétienne que cesse le massacre des continents pillés et qui vous conduise ensuite à voir arriver sur votre territoire des populations égarées. Il faudra bien un jour que les catholiques ou les Français de souche posent les questions comme elles doivent être posées, non pas contre l'immigration, mais contre le système qui fait qu'il y a de l'immigration. Parce que vous devez savoir que cette immigration, elle est bien plus malheureuse que vous n'imaginez d'être chez vous. Parce qu'elle y a perdu sa dignité. Parce que lorsqu'on vient manger chez les autres, on n'a plus d'âme et on n'a plus de cœur. Et on n'a plus non plus la dignité à transmettre à ses enfants. Donc n'imaginez pas que les immigrés sont en train de bouffer votre pain. La fleur au fusil, ce n'est pas le cas. Chrétienne, c'est une possibilité pour l'immigration de rentrer chez elle, de tous les territoires où elle est partie, pour retrouver la terre de ses ancêtres. Et peut-être que moi-même, qui suis parfois plus française qu'une française, je retrouverai avec plaisir mes racines qui me viennent de mon père et de ma mère, de ce pays de Kabylie aujourd'hui totalement effondré par l'oligarchie mondialiste et qui fait que de là-bas, on ne pense qu'à une seule chose, c'est venir en France à tout prix.
Et pour y faire quoi, finalement? Pour s'y faire insulter, aussi bien par les uns que par les autres? Parce qu'aujourd'hui, dans ce cloisonnement que nous vivons, nous les musulmans, cloisonnés aux catholiques, les riches cloisonnés aux pauvres, on est absolument incapables, au nom de Dieu, de s'approcher les uns des autres pour se connaître et pour considérer en effet que, comme le dit Béatrice Bourges, le combat il est spirituel et que si nous gagnons ce combat sans mettre Dieu à la porte, un combat sans Dieu n'est pas un combat. Un combat sans Dieu est une collaboration. Donc je dis qu'il n'y a pas reniement de la part de la Manif pour tous, je dis qu'il y a trahison. Et il y a trahison pourquoi? Il y a trahison parce que la Manif pour tous, depuis ces 5 ou 6 derniers mois, que j'appelle de mes voeux à nous soutenir, nous les JRE, refuse de le faire, tout en ayant un double langage qui évoque la complémentarité. Cette complémentarité, personnellement, je l'ai appelée de mes voeux et je l'ai respectée puisque dès le début de la JRE, j'ai rendu hommage 1000 et 1000 fois, et toutes les conférences, toutes mes conférences le prouvent, à la Manif pour tous, sans laquelle, ai-je répété à maintes reprises, que la JRE n'existerait pas. Mais pourquoi, après l'expérience désastreuse d'avoir vu l'absence des musulmans dans les rangs de la Manif pour tous, les musulmans enfin levés, pourquoi la Manif pour tous n'a-t-elle pas rejoint les quartiers populaires où effectivement les musulmans ont été le fer de lance de la JRE? Comment pouvez-vous l'expliquer? Car l'absence des uns, les musulmans, n'est pas à comparer avec l'absence des rangs de la Manif pour tous dans les quartiers populaires, parce que vous êtes plus instruits, parce que vous êtes plus enracinés, parce que vous avez des ressources que les quartiers populaires n'ont pas, une compréhension éventuelle du monde qui vous aurait permis en effet de comprendre que l'heure était venue, puisqu'enfin ils s'étaient levés, de leur tendre la main. La main n'a pas été tendue par la Manif pour tous. Et sachez que lorsque je parle de la Manif pour tous, je parle en particulier de sa direction parisienne nationale, car dans les comités locaux de base, partout en province où je suis allée, j'ai rencontré des manifs pour tous qui étaient avec la JRE et qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, et parfois en le cachant à la direction nationale, comme si la Manif pour tous était le parti communiste et que la direction nationale était un bureau politique auquel il faudrait rendre des comptes. La question que je pose, le peuple de France a-t-il produit la Manif pour tous, un énième comité central auquel le peuple que vous représentez partiellement doit se soumettre, ou êtes-vous libre dans ce mouvement de faire ce que vous voulez selon les critères de défense de la famille, de la foi et de l'enfant? Partout où je suis allée, les cathos m'ont dit on peut faire mais en sous-main, ça ne doit pas se savoir en haut. Mais quel champ d'action dès lors, puisque vous me posiez cette question, quel réveil, quelle renaissance, quelle absence de récupération pouvez-vous envisager si vous êtes à ce point effrayé par une dizaine de personnes qui, au niveau national, ne vous représentent même pas, puisque vous voulez vous combattre, puisque vous voulez vous associer au quartier populaire, puisque vous voulez vous vaincre. Je ne dis pas mourir. Vous voyez? La question qui se pose, c'est quelle est votre marge de manœuvre dans un mouvement populaire et familial, quel qu'il soit. On m'a posé la question de la récupération des mouvements. Suis-je récupéré, par exemple? C'est une grande question. Alors là, vous avez quand même un certain nombre de critères qui vous permettent de déterminer ce qu'est ou pas un mouvement récupéré. La question ne s'adresse pas à vous personnellement. Non, mais j'ai bien compris, mais je la pose à moi parce que si je la pose à Ludivine de la Recherche, ça va faire mal. Donc je me la pose à moi-même. Suis-je récupéré, par exemple? Alors là, vous avez plusieurs critères. Le premier critère, c'est les relations du leader avec le reste de la société, et en particulier déjà avec les médias. Parce que les médias sont un marqueur extrêmement important de la position du leader dans le monde et dans le combat qui est le sien. Personnellement, je refuse toutes les apparitions à la télévision ou dans la presse mainstream. Pourquoi? Parce que je veux marquer ma différence dans mon mouvement par rapport au système qui nous opprime et que je considère, comme vous tous, je ne ferai pas de scoop sur cette question, que les médias mainstream ne sont que les chiens de garde de nos oppresseurs et que nous ne serons qu'instrumentalisés par eux et que l'heure est venue de défendre l'information libre qui peut être diffusée par Internet. Et il faut être cohérent si on veut défendre quelque chose.
De la même façon que je ne crois pas qu'on puisse défendre nos enfants en les conduisant tous les jours dans la gueule du loup à l'école, de la même façon, je ne crois pas qu'on puisse défendre les médias libres et alternatifs sur le net si on passe son temps à répondre à Canal+. Il faut les affamer comme ils nous ont affamés, les mépriser. Les mépriser comme ils nous méprisent et les tenir à distance. Nous avons un trésor que vous ne soupçonnez pas, qui est notre parole. Et nous ne pouvons pas livrer des perles au... Voilà, c'est simple. Voilà. Donc, lorsque vous avez un leader qui passe son temps à la télévision ou dans les médias mainstream, déjà, le leader est louche. Car il n'a pas fait cette réflexion, ou en tout cas, s'il l'a fait, il l'a fait en l'ayant tranché du côté du système. Et donc, de ce côté-là, pour l'instant, je ne suis pas récupérée. Puisque je me refuse, depuis le début de la JRE, et c'est une vieille histoire chez moi, d'être instrumentalisé par les médias du pouvoir et de me livrer aux médias menteurs pour briser finalement votre mobilisation. Parce que si je suis salie, si on me fait dire ce que je n'ai pas dit, si on me fait porter des responsabilités que je n'ai pas portées, c'est votre mouvement qui est cassé à cause de moi. Bien, ça c'est le rapport avec les médias. Maintenant, il y a aussi le rapport avec l'appareil d'État. Suis-je régulièrement invité à négocier avec l'appareil d'État? Les leaders sont-ils, à un moment ou à un autre, invités à négocier avec l'appareil d'État? Il est très clair, il est très clair que lorsque Satan vous invite à sa table, c'est que vous êtes l'un des leurs. Et ça, vous le faites sur n'importe quel sujet. Hein. Même la culture n'est pas crête dans le Vaucluse. Il n'y a pas besoin d'avoir un sujet de gravité immense. Je n'ai jamais, en 30 ans de combat, été invité par l'appareil d'État pour négocier de quoi que ce soit. Et on ne m'a non plus jamais fait aucune proposition dans le domaine de l'argent. Et ça, c'est très important, l'argent. Le mouvement que je dirige aujourd'hui, dont je suis la porte-parole et que j'ai conçu, a un rapport à l'argent qui montre qu'il n'est pas récupéré. Nous ne voulons pas d'argent. J'ai refusé de faire des appels aux dons et j'ai refusé des dons qui sont venus alors même que l'interdiction de l'appel était effective, mais que certains, ne l'ayant pas entendu, nous ont proposé de l'argent. Pourquoi? Parce que l'intégrité est une caractéristique primordiale d'un authentique leader et d'un authentique mouvement. Si l'argent, vous vous rendez compte que dans une société brisée par l'usure et le commerce, que refuser de l'argent n'est pas une mince affaire. Lorsqu'on fait des initiatives qui coûtent 600 000 € la journée, je dis qu'il y a un problème. Or, la manif pour tous, la grande, c'est ce qu'elle a coûté. Je dis qu'il y a un problème. La JRE n'a pas coûté 1 centime. Et cette manifestation, et ça c'est la grande manif, hein, les petites c'est 200 000 €. 600 000 €, c'est le budget, par exemple, d'une fédération autonome de parents d'élèves qui pourrait en finir avec la théorie du genre. Et c'est un budget pour 1 an, peut-être même 2 ans, en étant économe, parce que nous devons nous comporter comme des petites gens. Béatrice, tout à l'heure, parlait d'humilité. Eh bien, elle est là, l'humilité. Une manif à 600 000 €, c'est pas l'humilité. Donc, la journée de retraite d'école est une journée qui n'a pas voulu d'argent, et qui, à la place, je l'ai dit et je le répète encore ici, a voulu des hommes. Parce que nous avons voulu remplacer l'argent par des hommes. On a eu du mal. On a eu des femmes. Et des femmes musulmanes, qui parfois devaient se battre à nos côtés contre la vie de leurs hommes. Parce que la JRE, figurez-vous, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, a fait trembler le gouvernement le 1er mois, en janvier. Nous avons été en conséquence l'objet d'un lynchage médiatique collectif et individuel me concernant qui a été du même niveau que celui qu'on avait vu quelques jours avant sur la personne de Dieudonné. Exactement du même niveau, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous verrez ces émissions qui se sont acharnées contre ma personne et contre les JRE. Je dois dire
que nous n'en avons, nous, à la direction petite, et que nous sommes éprouvé aucune émotion particulière. Ni en fierté, ni en angoisse particulière. Parce qu'il nous a paru absolument normal que ce soit le cri du combat que nous voulions mener. Et nous n'avons pas cherché à nous en défendre. Nous n'avons pas cherché à nous en défendre. Ce qui nous a paru important, c'est simplement de se dire, encore à l'époque fin janvier, que si nous avions les rangs de la manif pour tous, en février, nous aurions plié ce gouvernement. En janvier, nous l'avions fait trembler, et en février, nous aurions gagné. Et ce ne fut pas le cas, puisque la manif pour tous ne nous a pas rejoints, laissant les principaux acteurs de ce mouvement populaire seuls face à une adversité étatique à l'égard desquels ils ne pouvaient pas grand-chose, puisque nous avions affaire au quartier populaire. Alors, quand on parle du peuple, faut-il connaître le peuple? Faut-il vivre au milieu du peuple, être soi-même le peuple? Et lorsqu'on est catholique, il y a un principe du christianisme qui conduit chaque chrétien et catholique à devoir être charitable, mais pas du charitalisme. La vraie charité, le vrai principe du Christ. Et normalement, la manif pour tous, sa direction nationale, vous interdisant d'exercer votre charité sur les quartiers populaires, eh bien vous auriez dû outrepasser cette consigne pour que votre charité s'exerce effectivement au nom du Christ et au nom de Dieu auprès des familles des quartiers populaires. Et ça n'a pas été fait. Donc ce que je souhaite pour finir, c'est que vous devez tous, nous devons tous nous regarder dans une glace. On ne peut pas se gloser les uns et les autres de réveil, de renaissance, de mouvement populaire, de champ d'action, d'absence de récupération, de toute cette diatribe autosatisfaite de soi-même qui conduit nulle part. Aujourd'hui, les mots ne seront que des mots. Il y a l'acte, l'action qui fera la différence. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est où étais-je pendant les représailles qui ont touché les familles des quartiers populaires, exactement comme les musulmans doivent se demander où ils étaient lorsque les catholiques étaient en train de manifester contre la loi Taubira. Et si chacun d'entre nous, nous nous rendons compte que le baratin, le bavardage, l'enfumage ne nous conduira que dans la tombe où se trouve déjà la France, où nous ne la relèverons pas, nous porterons devant Dieu une responsabilité considérable, et je ne vous parle pas de nos enfants. Les catholiques qui s'imaginent que l'idéologie du genre dans leurs établissements ne pénétrera pas se trompent, même si tel était le cas, ce qui ne l'est pas dans les établissements sous contrat. De toute façon, vos enfants sortiront dans une société LGBT et épouseront peut-être à leur insu des transsexuels. Donc il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, Dieu nous enjoint impérativement de prendre nos responsabilités de parents et de croyants, de faire ce que Béatrice Bourges propose, c'est de prononcer le nom de Dieu dans l'espace public, de rejeter tout mouvement qui ne le fait pas. Un bilan mitigé, voire sévère de la manif pour tous. Quel bilan faites-vous également? Et comment dire, quel parti avenir quand même pour ne pas s'arrêter à ce bilan? Je crois que demain c'est la fête de Jeanne d'Arc et aujourd'hui c'est la mienne. Je ne le prends pas au plan personnel, madame. Rassurez-vous. Je vais revenir sur certains aspects de ce que vous avez dit un petit peu plus tard. Je vais commencer déjà par ce que j'avais prévu de dire, notamment parce que je ne souhaite pas
que ce qui a été dit sur la manif pour tous cristallise l'attention au principal, parce que nous avons des choses à dire sur ce qui a été vécu qui vont au-delà de ce type de critique. Je discutais il y a quelque temps avec un monsieur qui se présentait comme un spécialiste du renseignement, de la stratégie, vous voyez, quelqu'un censé être très intelligent, etc. Et je lui ai dit, mais comment vous voyez le mouvement social? Je parle du mouvement social au sens large, et je ne veux pas parler de la chapelle ou de la marque Manif pour tous pour le moment. Parce que ce mouvement social est plus large que les structures qui le portent. Les structures n'ont été que des nécessités matérielles pour porter un mouvement qui va au-delà de ces structures. D'autres choses sont nées de ce mouvement social spontanément, et c'est très large. Donc je parle du mouvement social au sens large. Donc je lui ai dit, comment vous nous voyez, vous qui êtes un expert de renseignement, de stratégie, etc. J'ai dit, je vous vois comme une élite. Une élite qui s'oppose à une autre élite. Et cette élite que vous êtes, elle est strictement l'inverse de l'élite à laquelle vous vous opposez. Quand l'élite oligarchique au pouvoir se regarde dans un miroir, vous regarde, elle voit comme dans un miroir strictement l'inverse de ce qu'elle est, et elle est en panique parce que pour elle c'est une vision d'horreur. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors je dis, une élite, à quoi se réfère-t-il, puisqu'on parle de mouvement populaire? Il se référait principalement à une sociologie, on va dire majoritaire ou du moins importante au sein du mouvement, surtout à ses débuts. Une certaine sociologie de la France, assez ancienne, urbaine, très insérée au plan socio-économique, gens qui n'ont pas tellement de problèmes matériels, pas d'énormes problèmes matériels, qui ont un travail le plus souvent, etc. Donc, c'est la caractéristique de cette sociologie, et le paradoxe, c'est d'avoir à la fois cette assise dans la société et cette insertion des relations sociales, des relations économiques, il n'y a pas de problème, et en même temps qu'elle se sentait en marge sur le plan culturel. Donc elle était reléguée dans une marginalité culturelle. Et que faisait-elle dans cette marginalité culturelle? Elle s'occupait autant que possible de travail, de famille, de transmettre aux enfants, et voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, cette élite se réveille, se saisit de la chose publique et entraîne un grand mouvement populaire. Et c'est là qu'on a vu surgir, c'est tout le paradoxe, des slogans « Nous sommes le peuple » à la fin des manifestations. J'ai trouvé que ce slogan, qui n'était pas un slogan officiel, manifestait une certaine forme d'arrogance ou de captation, parce que le peuple est bien plus large qu'une sociologie, et le peuple est bien plus large même que toutes les sociologies représentées dans le mouvement social. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, c'est en général toutes les personnes déjà qui appartiennent à une même cité, une même nation, une même ville. Et le peuple, en même temps, dans le sens littéraire, historique, antique, c'était, on appelait la plèbe. Donc les personnes qui sont de classe moyenne ou inférieure, comme disent les sociologues. Et je me suis laissé dire que s'attribuer comme ça à cette notion de « nous sommes le peuple » était arrogante, parce que nous sommes une partie du peuple, et nous sommes très loin d'avoir rejoint la sociologie des profondeurs de notre pays. Au fur et à mesure des manifestations, la base s'est élargie. Le mouvement est devenu plus populaire, beaucoup plus populaire, malgré tout et malgré quand même une représentation forte d'une certaine sociologie. Et on a vu que ça pouvait aussi rejoindre d'autres personnes, et des personnes d'autres religions, puisqu'il y en a eu tout de même si c'était en faible nombre. Donc on a vu cette capacité aussi d'élargir les assises d'un mouvement social. L'enjeu aujourd'hui, et là je vais être en accord avec ce qui a été dit, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin. Nous ignorons la sociologie des profondeurs de notre pays, de la France rurale, qui pourtant est
sensible à toutes ces questions, même si elle n'en a pas encore la conscience politique, parce qu'elle a besoin de repères, et qu'elle a besoin de sécurité, qu'elle a besoin de tout va mal, etc. Il y a cette France périurbaine, cosmopolite, la France de l'immigration, etc., que nous connaissons mal, c'est vrai. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faille élargir au maximum et rejoindre les couches les plus profondes de la société, et que c'est pour l'instant, ça n'est pas le cas, ou c'est très insuffisant, même si les choses avancent. C'est important parce que seul le peuple de France pourra renverser l'oligarchie dont parlait Béatrice, et pas une sociologie. Ça, j'en suis convaincu. À quoi sert ce mouvement social? Il faut quand même rappeler qu'il y a une sorte d'inversion, ou de début d'inversion, vers utiliser un langage de la Hollande, de rapport de force. Il y a un sociologue qui s'appelle Gaël Brustier, qui est un sociologue de gauche, qui analyse les choses très finement, qui a dit oui, toute cette France qui est dans la rue, c'est la France qui est en panique morale. En gros, on est en pleine panique, alors on descend dans la rue, on s'agite, mais en fait, on résiste contre quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne vaincra jamais. Et moi j'ai répondu, monsieur, c'est vous qui êtes en panique morale. Et c'est l'oligarchie, ce sont ces élites dominantes, qui sont les élites de la déconstruction, qui sont aujourd'hui en panique morale. Allez, on va dire en début de panique morale. Ils ne savent pas quoi faire face à ce qui se passe, face à ce peuple qui se lève, et elle appelle populiste tout ce qui se lève dans le peuple, bien évidemment, pour le décrédibiliser. Et quiconque tient un discours qui est pour le peuple est populiste. Alors, si vous voulez avoir un discours pour le peuple, soyons en effet populistes. Ce mouvement social, il a déclenché tout de même ce début de panique morale en face. On a vu toutes les erreurs qui ont été faites par le pouvoir politique, la répression qui a été faite, notamment la répression des payeurs, qui ont mené le combat culturel et qui se sont saisis de l'espace public et de la rue. La rue nous appartient. Nous ne demandons pas d'autorisation pour parler de Péguy ou de Gramsci. La répression qui s'est exercée, par exemple, contre les payeurs, est une erreur politique majeure du pouvoir. Entre les grandes manifestations de masse, la dernière et celle qui avait précédé au mois de mai à février, avez-vous vu le nombre de mois qui s'est passé? Ça aurait pu retomber comme une crêpe. Les veilleurs étaient là, et d'autres mouvements, le Printemps français, les Open, beaucoup ont fait des choses, et ont entretenu une flamme, au moment où la Manif pour tous, qui est une arme de mobilisation populaire et de manifestation populaire. Il faut savoir quelle est sa fonction. Ne faisait plus de manifestation populaire. Et le 2 février, de nouveau, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient dans la rue. Ils n'auraient pas été dans la rue si cette flamme n'avait pas été entretenue par d'autres aspects du mouvement social et par la journée de retraite d'école. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de prise de conscience? Vous semblez dénier prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience politique qui a perdu ce mouvement social, puisque des personnes qui s'occupaient de leur maison, de leur famille, de transmettre, d'éducation, avec un certain niveau de culture, etc., ont fait quelque chose qui est contre leur culture naturelle, comme l'indiquait Béatrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont descendus dans la rue, et pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est significatif. Derrière ça, je maintiens l'idée qu'il y a une prise de conscience qui va au-delà du combat sur la thématique famille, mais qui est plus globale et qui est de nature politique. Maintenant, cette prise de conscience est partielle. Pourquoi est-elle partielle? On peut en revenir aux questions sociologiques, même si ça ne résume pas. L'instinct de conservation, l'instinct grégaire, s'applique aux personnes aussi, pas seulement aux personnes qui meurent de faim et qui essaient de survivre, mais s'applique naturellement aux personnes qui ont un certain confort. Et on est conservateur quand on a beaucoup à perdre s'il y a un renversement. Ça, c'est une réalité qu'on observe aujourd'hui dans notre pays. Et il y a encore trop de conservatisme. C'est encore trop dans un réflexe que je qualifierais de bourgeois, tout simplement.
quand vous avez une maison, un emploi, un portefeuille d'action ou d'épargne, on va renverser les choses en France. Ah, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est difficile, donc c'est ce travail de pédagogie, de conviction politique qui doit se faire. Et la difficulté, c'est que ça ne peut que se faire que de manière progressive et qu'en même temps, il y a urgence. Mais il n'y a pas de solution à tous les problèmes, c'est ce que la vie nous apprend fréquemment. Mais regardez une question comme l'Europe, puisque c'est le sujet de ces semaines qui viennent. Sur l'Europe, le public qui est venu manifester évolue de manière incroyable. Pro-Maastricht, pro-européen, etc. Ils avaient tout gobé. Tout, de A à Z. Et voilà qu'ils ne gobent plus. Qu'a fait l'Union européenne? J'ai relu récemment, je peux me permettre une incise, j'ai relu récemment le traité de Rome, son préambule et son article 2. L'objectif, la mission essentielle que s'étaient assignés les États membres était d'assurer à leur peuple, je cite texto, de meilleures conditions de vie et d'emploi. Est-ce le cas? L'Union européenne, la construction européenne a échoué sur ses missions essentielles. Remettre en cause l'Europe, c'est quelque chose de compliqué pour l'instinct de conservation, pour le conservatisme bourgeois. Le seul point sur lequel l'Europe ait réussi quelque chose, encore faut-il que ce soit une réussite, c'est le niveau d'inflation. L'inflation est faible. Ils avaient écrit dans leur traité, dans l'article 2, une croissance non inflationniste. Mais l'inflation basse, ça sert à quoi? L'inflation basse, ça sert à protéger les patrimoines et l'épargne. L'Allemagne y tient parce que sa population est vieillissante. La bourgeoisie y tient parce que son épargne serait menacée par l'inflation. Vous voyez, c'est difficile. Donc, les questions sont plus larges, effectivement, que celles de la Manif pour tous. Et la question de la prise de conscience est réelle et il y a beaucoup de travail à faire dessus. Moi, je suis prêt à accepter les critiques. Je suis prêt à accepter que des questions comme celle, je suis un peu gêné comme ça. Je suis prêt à accepter que des... Je suis prêt à accepter que des questions se posent et à en discuter. Cependant, madame, je n'accepte pas le mot trahison. Je le dis calmement parce que je ne jouerai pas la chose à l'applaudimètre. Et je n'accepte pas ce mot de trahison concernant la Manif pour tous. Ce que je viens de vous expliquer sur la sociologie, sur le réflexe bourgeois de conservation, je pense que vous devez être d'accord avec ça, puisque c'est à peu près ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Oui. Merci, madame. Ça montre les difficultés et les limites d'un mouvement. En stratégie politique, un mouvement doit être utilisé en conscience de ses limites au maximum de son potentiel et de ce qu'il peut donner. Et il ne sera jamais un mouvement rêvé. Et il n'est pas seul dans le mouvement social. Vous êtes là maintenant, madame. Béatrice est là depuis le début. Béatrice est une camarade de combat pour moi et de nos impressions, beaucoup. Et donc je n'accepte pas le mot de trahison parce que la Manif pour tous, pardon madame, mais n'a rien trahi. Je n'accepte pas non plus la remise en cause personnelle de Ludovic de la Rochère qui m'a succédé. Cette femme a résisté, non pas comme vous à des calomnies, des pressions, mais à la manne. Un siège de député européen, une présidence de PCD ou je ne sais quoi, pourquoi pas un portefeuille de ministre à l'alternance et compagnie. Ne croyez-vous pas qu'il faille une colonne vertébrale forte pour résister à cela? Moi je le crois, je la connais, elle a une colonne vertébrale forte. Vous ne pouvez pas être d'accord avec elle sur tous les points, mais je la défends, et je n'accepte pas qu'elle soit ainsi remise en cause personnellement. Nous sommes en contre-révolution. Nous sommes en contre-révolution culturelle. Nous sommes en...
sommes en contre-révolution contre la déconstruction, pas seulement des repères des enfants, d'identité sexuelle, etc., de la nation même. Nous sommes en contre-révolution, nous sommes en contre-déconstruction. Nous sommes en train de mener les uns et les autres, chacun à notre niveau, avec nos limites. Je suis désolé que nous en ayons. Ce combat politique aujourd'hui. Un peu de prospective, je crois qu'il ne faut rien attendre, ou du moins très peu, des stratégies d'entrisme. Pour une raison simple, c'est que quand on entre, soit on en ressort dégoûté, parce qu'on a encore une âme, soit on rentre dans l'instinct de conservation, puisque la meilleure arme du système est de proposer des places. Je crois que les élus qui oseront quitter un parti politique peuvent avoir du crédit. On a rencontré des élus qui ont des qualités, mais ce sont des personnes qui pensent quand même à leur place. Donc, je ne les traite pas dans la boue, on a combattu avec nous, j'en ai rencontré, mais fondamentalement, la limite là est très vite atteinte. Donc je ne crois pas aux stratégies d'entrisme, je crois à la stratégie, de toute façon, il n'y a pas tellement d'autre choix, de société civile et de combat politique de société civile, parce que ce combat est évidemment subversif. Le peuple qui s'auto-saisit. Une caractéristique de notre époque, c'est que les institutions, les institutionnels ne maîtrisent plus de public captif, ou du moins très peu. Quand la manif pour tous a commencé pour celle du 17 novembre, les grandes associations, notamment du monde catholique, n'étaient pas derrière nous. Leur base, c'est d'autosaisie, parfois contre des consignes nationales. J'ai remercié gentiment après les présidents d'associations, et l'un qui m'a dit très honnêtement, écoutez, je suis pour rien. Donc c'est des gens qui ont fait ça tout seuls. Je pense notamment aux AFC, cette mobilisation des réseaux AFC au départ du 17 novembre, tu te souviens, Béatrice, c'était pas le cas, mais la manif pour tous ne fédérait pas tout ça. À cette époque, on était un peu comme des francs-tireurs, d'une certaine manière. On ne racontera pas tout ce qui s'est passé, évidemment. Donc cela montre la limite de contrôle des institutions et des institutionnels sur les matières publiques captives aujourd'hui. Donc il faut aller chercher la mobilisation dans les bases sans demander l'autorisation à quiconque, sans demander l'autorisation au patron, etc. Vous pourriez le mobiliser directement dans les bases de Manif pour tous, sans demander l'autorisation au patron. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a des consignes du national pour dire de ne pas le faire. Bon, il y en a qui l'ont fait. Ah bah, si c'est comme ça qu'il faut négocier. Non, mais bon, je ne vais pas lancer le débat, pardon, j'aurais pas dû se dire. Mais c'est simplement pour dire que même la manif pour tous aussi est dans la même situation qu'une institution, parce que c'est une structure. Donc il y a un problème, on n'est pas là pour maîtriser absolument une base. De toute façon, ce n'est pas possible. Je vais conclure sur notre rôle. J'ai commencé en parlant d'élite. Et cette élite, dans la bouche de ce stratège, qui n'est pas forcément tort, elle était plutôt sociologique. Je pense que la notion d'élite doit dépasser largement toute question sociologique, même d'instruction. Même si le niveau d'instruction de culture rend plus aisée la conduite d'opération et d'encadrement. Est élite aujourd'hui dans notre pays toute personne qui a la conscience politique d'une déconstruction est à l'œuvre. Et toute personne qui dit « cette France, je ne veux pas qu'elle meure ». Parce qu'elle est capable d'un effet d'entraînement sur les autres, elle est élite. Les militants qui ont cette conscience politique sont une élite. Cette élite, à mon avis, doit être populiste, en ce sens où elle doit construire ou refonder un discours qui soit pour le peuple, une philosophie politique pour le peuple, une culture pour le peuple, comme le font les meilleurs.
dans la rue. C'est de la culture populaire, c'est de la philosophie populaire qu'ils font bien davantage encore que M. Onfray à Caen. Donc je crois qu'il faut avoir cette approche d'aimer ce peuple de France, cette France qui ne veut pas mourir et qui veut vivre, notamment à travers ces territoires les plus abandonnés, notamment ruraux, et lui fournir les moyens. Parce que moi je ne suis pas égalitariste, je ne crois pas que le peuple puisse se lever sans leader pluriel, sans personne qui font ou qui accouche une conscience politique. Et je crois que la mission qui est assignée au mouvement social, au sens large, une fois encore, c'est d'essayer, autant que possible, d'accoucher cette conscience politique, sachant qu'il est, à mon avis, impossible d'établir des grands scénarios stratégiques, historiques sur ce qui va se passer dans notre pays, mais combattons, soyons prêts. Et le premier moteur, vous avez parlé de Dieu, Jeanne d'Arc disait, les hommes d'armes combattront Dieu, donnera la victoire, cela ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Effectivement, et bien combattons, mais combattons par amour, et l'amour du peuple et l'amour de la patrie. D'un acteur politique que vous êtes, et le regard gentil à la fois sur ce bilan d'une année et également sur ce débat. Je me trouve, moi, voilà, j'ai plusieurs sentiments. D'abord le sentiment de Saint Bonaventure, il avait préparé un discours et puis il a écouté Saint Thomas d'Aquin et il a décidé de déchirer son discours. Saint Thomas d'Aquin avait tout dit. Voilà, bon, j'ai écouté Béatrice, moi je suis d'accord, la verticalité, je l'ai connu à un autre moment, elle parlait d'étoiles, c'était plus poétique, mais c'est la même chose. J'ai écouté. Oui, Farida, mais je cherchais le terme, ma comprise méditerranéenne, puisque vous voyez bien que je ne suis pas suédois. Et elle disait quelque chose de très profond, c'est que la France parle à l'humanité. Et puis j'écoutais, voilà, la France incarnée, la Molière, la parfaite raison, fit toute extrémité, et veut que l'on soit sage, même avec sobriété. J'écoutais Guillaume, toute la raison française, tout le calme, toute la sérénité, toute la culture. Bon, moi je ne peux qu'adhérer à tout ça, évidemment. Et juste quelques petites anecdotes. Je me souviens, c'était dans la décennie 90, je trouve que j'avais un bon camarade indien qui est devenu président de la République du Pérou, il s'appelait Alexandre Toledo. Et le soir où il est élu, ben, j'étais avec lui, donc il apparaît sur le balcon à Lima, Alexandre, et le peuple, je ne sais pas très bien ce que le peuple envoyait, tout le peuple péruvien qui était là, et le peuple s'est mis à crier « Alexandre, che comemos esta noche ?» Alexandre, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Donc d'un seul coup, il est devenu président de la République, et l'ensemble du peuple, en tout cas Lima qui était là, leur a demandé en réalité qu'est-ce qu'on mange ce soir. Alors permettez-moi, je suis dans une circonstance un peu. Tout à l'heure, je vais prendre un train, je vais aller à Dax avec mes petits tracts sous la main, je vais essayer de les mettre sur les pare-brises. Bon, alors j'ai entendu qu'on allait faire la révolution, que tout le monde allait se mobiliser. Moi, je vois personne qui traque apparemment. Bon, voilà, donc, vous voyez, quand on va acheter des bulletins de vote, il y en a pour 130 000 € de bulletins de vote. J'ai jamais vu des sommes qui arrivent, des ruisseaux qui arrivent. C'est vous qui allez à la banque acheter des bulletins de vote. Alors, moi, je veux bien croire des mobilisations. Ce souffle qui vient, le Seigneur des amours en masse, et qui arrive, et vous avez des chevaux qui tractent avec vous. Moi, j'ai vu c'est comme cela, et même dans une autre vie, bon, il y en a toujours quelques-uns qui acceptent de mourir, même de brûler, y compris leur vanité, mais c'est quand même une extrême minorité. Une extrême minorité. Donc, bon, voilà, on sait tous faire les effets de manche, les effets de numéro, mais la réalité concrète, moi, tout à l'heure, je serai à Dax, demain, je serai à Dax, et pour traiter, il y aura personne. Enfin, ça, c'est très concret, ça. Et puis, bon, il se trouve, j'étais la dernière fois dans les Pyrénées-Atlantiques, chez les éleveurs, enfin, le mouton, la Vasco Béarnaise, j'ai appris que c'était pas pareil que la brebis de la Côte, bon, etc. Et ils font 70 heures par semaine, vous voyez,
Et ils vivent en vendant du fromage au cirque de Gavardie, en fabriquant eux-mêmes du fromage. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de mystérieux dans ce fromage. La petite est dans les bras de la mère, la sucette tombe dans le fumier, la mère lèche un peu la sucette et la refond dans la bouche de la petite. Ça, c'est très concret. Il n'y a pas la vanille, la grande armée, Ludovine, et puis je ne sais plus qui, c'est concret, vous voyez. Il y a des boutons, il doit sortir une heure précise, ben, sinon tout s'appelle. Il y a les chiens patou qui surveillent les boutons. C'est vraiment très concret. Hein. Vraiment, la vie paysanne, et puis ce que vous vivez dans la vie électorale, ce sont les choses concrètes. Alors moi, je veux bien qu'il y a des hommes politiques qui se font tirer les chaussures à l'Élysée. Bon, je veux bien, il y a l'autre qui place l'argent en Suisse. Mais bon, j'en connais un là qui est à côté de Paul-Marie Couteau. Bon, en gros, ceux que j'ai connus, voilà, ils ne sont pas plus voleurs que le commun des mortels, hein, et pas plus malhonnêtes que le commun des mortels. Je crois qu'il faut quand même redescendre sur terre. Hein, voilà. Et puis, sur les grands mouvements, écoutez, si je parle des bagons de Gaulois au 5e siècle, jusqu'à la Manif pour tous, en passant par la Fronde, en passant par le mouvement Pujal, et en passant par deux que j'ai connus moi, la Ligue des Contriables de Bloc Orange. Il y a suffisamment de personnes ici qui ont un âge pour avoir connu Bloc Orange. C'était des milliers de personnes qui allaient écouter Bloc Orange. Et ça faisait la une du Figaro Magazine, et quand le FIPAC a pu couvert, ça faisait la une du quotidien de Paris de Tesson. Tout ça, on ne sait pas ce que c'est devenu. Moi, je le sais, c'était drivé par Jacques Pons, qui était le secrétaire général à l'époque du RPR. Et je vais vous raconter un grand mouvement dont j'étais à l'origine, et pour vous dire quelles sont les accointances absolument politiques, quand on s'est posé le problème de la Nouvelle-Calédonie qui va se reposer à partir de l'année prochaine, qui est quelque chose, pardon de vous le dire, mais ça extrêmement sérieux. Je ne veux faire de peine à personne, mais la perte de la Nouvelle-Calédonie, 1 million de kilomètres carrés, 2000 milliards de tonnes de nodules polymétalliques au fond des mers, la France, deuxième puissance minière, moi je veux bien toutes les manières de tout ça, mais j'ai envie de mourir pour la Nouvelle-Calédonie, ça c'est important. Quand je crée l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française, 1984, pour défendre la Nouvelle-Calédonie, je suis revenu, je n'ai même pas été à Nouvelle-Calédonie, 27 heures d'avion, c'était l'UTA, on passait par Dubaï, on passait par la Thaïlande, on a encerclé Pisani, le commissaire qui allait dormir toutes les nuits sur un bateau au large, on allait à Lifou avec des Kukéoué, on était bombardés de pierres, etc. etc. Bon, quand j'ai créé l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française, sans que je ne demande rien, il y a des conciles qui arrivent. Il faut aider le soldat Ryan, le soldat Martinez, il ne faut pas qu'il manque d'argent. Et donc Balland, l'établissement Balland, qui est l'équivalent de Miez, monsieur le professeur, il fait combien, etc. Et vous allez voir, vous allez voir ce qu'est. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour la Manif pour tous, mais j'ai tendance à raisonner par rapport à l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française. Bon. Et on prépare un grand colloque qui doit avoir lieu au Sénat. Il y avait déjà Charles Pasqua, qui était déjà. Et il y avait Pandro, qui était déjà là. Mon assistant Bernard Carillon, qui est député maire de Lavore, était mon assistant à l'Université Paris 2, et c'est lui qui m'avait amené. Et un jour, on me convoque à la mairie de Paris, monsieur Pandro. Et monsieur le professeur, c'est Pandro, monsieur le professeur, on vient de tuer Éloi Machaut. Il faut remettre le colloque au feu. Non, c'est pas le moment de refaire le colloque sur la Nouvelle-Calédonie française, il faut mettre. Et donc, il me fait comprendre qu'il ne fallait pas le colloque, et que si j'étais pas gentil, on allait couper les vivres, quoi, finalement. Quoi. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française, il n'y avait chaque médecin, tout ce qui comptait en France, était membre de l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française. Bon, alors je suis allé voir le président Pouer, en disant, écoutez, monsieur le président, Pasqua, qui ne veut pas donner des sous, est-ce qu'on finance ce colloque? Et Pouer, pour emmerder Pasqua, il dit, mais bien sûr, monsieur le professeur, je viendrai moi-même en personne présider le colloque. Et on a sorti un bouquin commun avec Pouer, la Nouvelle-Calédonie, le droit de la stratégie de la République. Pourquoi je raconte tout ça? Tous ces grands mouvements, tous ces énormes mouvements spontanés qui naissent. Il y a toujours une main divine derrière, vous voyez, dans tous ces mouvements-là. J'ai tendance à penser ça. Vous voyez, quand vous êtes sur la grande armée, et puis des ballons, des trucs, il y a un truc là. Il faut bien comprendre, pour en avoir connu celui de Bloc Orange et pour avoir connu l'Union pour la Nouvelle-Calédonie française, même si c'était que des professeurs qui m'avaient, moi, des étudiants, etc., derrière, il y a une protection. Que vous vouliez pas, on n'a rien. On veut dans des choses. Alors, moi, ce que je retiens, et pardonnez-moi, il n'y aura pas d'applaudissements, et je sais que je vais susciter la colère de mon ami Paul-Marie Couteau, mais je le fais exprès. Nous avons une grande divergence tous les deux là-dessus. Qu'est-ce que c'est qui est en train d'arriver à la France? Il y a au moins des choses sur lesquelles on est d'accord avec Guillaume et avec tout le monde, et surtout avec Stéphane. Qu'est-ce que c'est qui est en train d'arriver à notre pays?
étant entendu que la PMA, la GPA, enfin le IKEA, enfin, toutes ces choses. Bon, étant entendu que tout ça, vous avez compris, on a fait des études en théorie des fumigènes, Farida parlait de l'enfumage, vous avez compris que tout cela est un rideau de fumée et d'autres choses. Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que nous étions et que nous sommes tout le temps, en dépit de ce que racontait le président Giscard d'Estaing, nous sommes une puissance moyenne à partir du moment où, évidemment, il considérait la France non pas de façon mystique, mais de façon statistique. C'est sûr que c'était le début du commencement de la fin. Mais bon, il s'est arrivé que nous avons rayonné sur le monde. Nous avons rayonné sur le monde, y compris en Kabylie, nous avons rayonné sur l'Afrique, sur l'Indo, la Cochinchine, etc. En dépit de Clémenceau, il était peut-être un tigre, le père de la nation, mais il était un bon con. Sur la Cochinchine, Jules Ferry avait beaucoup plus de raison que lui. Mais nous avons donné à l'humanité, bon, Israël a donné les 10 commandements, et c'est pas rien, les 10 commandements, dont le premier, tu tueras point, à la limite, ça remplace, ça suffit, on n'a pas besoin de code pénal, on n'a besoin de rien du tout, c'est bon. Et bon, nous avons donné le système métrique, c'est quand même pas rien. Vous allez savoir mesurer des choses, savoir peser des choses, savoir mesurer les volumes, c'est quand même pas rien. Le concept de souveraineté dont le bon monsieur Nicolas Dupont-Aignan parle le matin, midi et soir, en s'appelant pour un québécois, le souverainisme, c'est la France, Jean Boudin qui invente le concept de souveraineté. La droite et la gauche, c'est nous qui inventons la droite et la gauche. Le concept politique, entre les catholiques et entre les protestants, on peut trouver un espace au milieu, et cet espace pendant les guerres de religion, et cet espace s'appelle le politique, le parti des politiques, c'était le terme que l'on employait, le parti des politiques, ceux qui voulaient ni les catholiques ni les protestants, et qui voulaient dégager un espace intermédiaire dans les guerres de religion, on les appelait le parti des politiques. Nous avons inventé le politique, nous avons inventé la droite et la gauche, le principe des nationalités, la plupart des nations qui existent sur la Terre ont existé grâce en tout cas, 19e siècle, le principe des nationalités, grâce à des concepts, des outils, des instruments de pilotage des sociétés humaines inventés par la France. Donc nous avons donné au monde, comme Israël, nous avons donné les grands outils avec lesquels les nations de la Terre se pilotent. Et là, maintenant, nous sommes devant un grand rendez-vous. Et nous avons la divergence avec Paul-Marie, et j'ai la divergence avec tout le monde. Je suis nous avons la grande divergence qui est la suivante. Et c'est cela que les hommes politiques, les penseurs, ils n'arrivent pas à poser le bon diagnostic. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive la chose suivante, c'est que tous les outils que nous utilisons, y compris celui de peuple, pardonnez-moi, celui de territoire, celui de frontière, celui de souveraineté, ces outils ne marchent plus. Ils ne sont obsolètes. Moi, j'étais le président Arafat, il y avait un seul mot qui prononçait en français, c'était obsolète. Quand vous parliez, pour les bras, c'est obsolète. Les outils que nous utilisons ne marchent plus. Moi, dans un domaine que je connais bien, qui est le domaine de la fiscalité, vous pouvez amener Dupont-Aignan au pouvoir jusqu'à demain matin, pendant 80 ans, Dupont-Aignan avec son souverainisme. Eh bien, vous pouvez faire toutes les souverainetés fiscales que vous voulez jusqu'à demain matin. Yahoo, Google, Amazon, Starbucks, et sans parler de Total, et sans parler de Caterpillar, et sans parler de Boeing, ne paieront pas l'impôt sur les sociétés. Parce que la souveraineté fiscale ne permet pas d'éviter le transfert des bénéfices qu'opèrent Yahoo, Amazon, Google, et donc le petit paye l'impôt sur les sociétés, mais le gros de l'Union. Donc nous sommes arrivés à un moment où nous devons, et c'est ça le défi, comme les vieilles personnes, je radote, je répète toujours les mêmes choses, nous devons, nous, Français, parce que nous sommes les héritiers d'Athènes, nous sommes les héritiers, nous avons ce génie conceptuel, les Français ont ce génie conceptuel. Nous devons inventer les nouveaux instruments de pilotage de sociétés humaines qui se sont mondialisées. Et c'est là où Farid avait raison tout à l'heure. Nous avons des parties communes de la copropriété planétaire. Des parties communes de la copropriété planétaire. La drogue, elle est planétaire. La grande criminalité, c'est planétaire. Je ne parle même pas. Les endettements publics. Il n'y a pas que la France qui est endettée. Quantité de pays sont endettés, à commencer par le Japon. Les phénomènes migratoires. Tout le monde croit que les phénomènes migratoires, c'est français. Mais mes amis, vous arrivez à l'aéroport d'Argentine, de Buenos Aires, vous rentrez dans Buenos Aires et vous avez tous les bidonvilles, des Paraguayens, etc. Vous avez la population du Costa Rica, qui est du Nicaragua, qui se déverse sur le Costa Rica. Le Maroc, moi je suis en permanence au Maroc. Le Maroc vient d'ouvrir
27 centres de régularisation des immigrés clandestins. Pas il y a 80 ans maintenant, nous avons 27 centres de régularisation des immigrés subsahariens. Et parce que le Maroc est le barrage de main passée, j'espère qu'il ne cédera pas, et qui maintient l'immigration. Autrement dit, c'est planétaire. Et je ne parle pas de la République démocratique du Congo, où ça arrive au Rwanda, où ça part au Rwanda, etc. Donc, tous les problèmes que nous vivons, les grands problèmes, les trucs migratoires qui nous empêchent, la musique, la drogue, le climat, la criminalité, tout cela n'est plus français et n'est plus européen, c'est planétaire. Alors pardonnez-moi de vous faire de la peine, pardonnez-moi de vous faire la peine, mais ça ne peut plus être résolu, ni à Paris, ni par Marine Le Pen, ni par Dupont-Aignan, ni à Bruxelles. Bruxelles, c'est trop tard. C'est trop tard. C'était pas une grande idée. Une grande idée, mettre en commun le charbon, l'acier. Aujourd'hui, il ne faut pas mettre en commun le charbon, l'acier, le mat, c'est fait. Ce qu'il faut mettre en commun, c'est les ressources de l'Amérique latine, les populations d'Amérique latine et nous. Parce que nous sommes les deux nefs d'une même cathédrale, parce que nous sommes les deux rivages d'une même civilisation. Ça, c'est clair. Et il appartient à la France, le plus vite sera le mieux, d'inventer les outils de pilotage des parties communes de la copropriété planétaire. Parce que si nous ne faisons pas cela, Farida tout à l'heure, eh bien l'immigration. J'exclus pas sous le contrôle de Paul-Marie que l'arrivée au pouvoir de Marine probable créera une renaissance marinienne, comme il y a eu une renaissance carolingienne. J'exclus pas ça. J'exclus pas ça. Vous voyez combien mon cœur de chrétien est grand. J'exclus pas ça. Mais je sais aussi qu'un jour, une nuit du 31 décembre du 5e siècle, le Rhin a gelé. Et quand le Rhin a gelé, les Visigoths, les Goths, les Alains, tout ça est passé, tous les chariots de feu, autrement dit. On peut mettre sur le Danube, on peut mettre sur le Rhin, on peut mettre à Lampedusa, on peut mettre aux Canaries, on peut mettre à Ceuta, on peut mettre à Melilla, tous les murs que l'on voudra, si l'on ne traite pas ce problème dont Farid a parlé, ça déferlera. Mais non, on voit que ça, mais encore une fois, il y a la drogue, la criminalité, l'islamisme, le terrorisme, Boko Haram, je ne sais pas comment il s'appelle, Haram, je ne sais pas comment il s'appelle, cela. Voilà. Et donc il appartient. La question qui est posée aux hommes politiques, c'est pas qu'ils soient voleurs, ils ne sont pas plus voleurs que les uns et les autres, c'est qu'ils sont bêtes. Ne soupçonnez pas, ils sont bêtes. Mais vous pouvez être énorme et être bête. Ici, écoutez, moi j'ai vécu, si j'ose dire, j'ai vécu avec Douce Blasi, avec M. Raffarin, avec M. Lang, avec M. Kouchner, avec M. Bayrou, dans les travées du Parlement européen. Non, on ne peut pas parler avec vous, c'est consternant. L'incapacité de se projeter. Quelle est la nécessité de projeter aujourd'hui? La question. Qui va gérer les parties communes de la copropriété planétaire? Drogue, immigration, etc. Dette, qui va les gérer? Ou c'est le modèle sauvage, le modèle de la concurrence libre, non faussée, qui est le modèle anglo-saxon? Le modèle anglo-saxon, avec l'alliance du monde arabe d'ailleurs, l'alliance du Moyen-Orient qui est convertie au modèle anglo-saxon. Ou c'est le modèle coranique, de près en main, il est bon. Vous arrivez, on vous l'appelez comme Malaisie, mais il est clé en main. On vous le dit. Écoutez, moi j'ai suivi, j'étais étudiant, moi, en médecine, il y a 2 mois, Gabon, Guinée, Conakry, Côte d'Ivoire, j'en oublie un passage, où nous avons livré clé en main les vols de la Royal Air Maroc, les Corans, 500 imams par pays, et les entreprises de travaux publics et les banques. Nous avons livré ça en clé en main à l'Afrique de l'Ouest française. Ou c'est le modèle coranique qui gère les parties communes de la copropriété planétaire et il en a les capacités. Ou c'est le modèle du marché, la libre concurrence, la compétitivité, et toutes les conneries, le HEC, les écoles de commerce, voilà, toutes ces conneries. Ou c'est la France, avec son modèle à elle. Les richeseurs du duc de Berry, l'équilibre, un secteur public et un secteur privé. Voilà. Eh bien moi je peux faire. Et c'est mon combat. C'est pour ça, bon, je suis fou, c'est peut-être pas faux, mais c'est pour ça que je continue d'y aller, de prêcher, finalement. J'ai écouté Béatrice Bourges qui disait qu'il faut mettre sa peau. J'ai entendu la phrase de Béatrice Bourges avant, chez mon bon ami Pierre Sergent, le capitaine Sergent, répétait matin, midi et soir, j'ai mis ma peau au prix de mes idées. Répété, quand
je prenais un piton à l'Algérie, je mettais ma peau au bout de mes signes. Bon, il a pété Béatrice Cour quelques années après. Moi, je préfère que le notaire qui rédigera l'acte pour gérer de la copropriété planétaire, il soit français. Je préfère que l'acte soit rédigé en français. Je préfère que ça soit du droit français. Et je préfère que ça soit la logique française. Mais il n'y aura pas 50 modèles. Hein. C'est le modèle du marché qui est pratiquement gagné, y compris dans les armes, les dirigeants français. Ou c'est le modèle coranique qui est en alliance avec le modèle du marché, en alliance avec le modèle du marché. Ou c'est le modèle, n'importe quoi. Écoutez. On va devoir quand je suis avec mes étudiants marocains, ou mes étudiantes marocaines, ils me parlent de quoi? De sous, combien je vais gagner, etc. Ils me parlent que de marché. Ils me parlent que de critères de rentabilité. Les petits, ils ont peut-être 2 ans, ils ont peut-être 3 ans, ils ont peut-être 4 ans, hein, c'est pas des raisonnements. Et quand je vois le Qatar, je ne crois pas que le Qatar, il fonctionne en dehors du marché, la compétitivité, etc. Et je ne crois pas que l'Arabie Saoudite fonctionne comme ça. Eh bien, l'enjeu, il est là. Où la France veut jouer la mondialisation, où elle veut résister à la mondialisation. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont fait du ski. Si vous avez fait du ski, et quand vous êtes en haut d'une pente, si vous refusez de mettre les épaules face à la pente, de prendre appui sur la jambe aval, vous vous pétez la gueule. Si vous voulez vous accrocher à la montagne, vous tombez. Eh bien, la mondialisation, c'est ça. Nous sommes dans une pente qui est la pente de la mondialisation. Ou nous la refusons, ou nous sommes fonctionnels. La France a tout pour gagner. Elle a tout pour gagner sur la mondialisation. Elle a tout. Deuxième puissance maritime du monde, potentiellement deuxième puissance minière du monde. Toute l'Afrique francophone qui est à elle, qui ne demande pas mieux. Elle ne doit pas partir du Pacifique parce qu'elle est aux portes de là où tout se joue, dans le Pacifique. Et donc de ne pas quitter la Nouvelle-Calédonie. Nous avons tous les atouts pour redevenir une grande puissance. Moi, c'est ma conviction. Nous avons des paysans qui sont capables de relever le défi alimentaire qui est arrivé. Ça va faire manger 7 milliards. Les paysans sont capables de faire. Ou nous acceptons ça, ou nous acceptons un nationalisme de défi. Ou alors nous voulons un nationalisme de repli. En haut de la pente, point d'appui sur la jambe amont, je me tourne du côté de la montagne et je me pète la gueule. Il est là l'enjeu des amis. Alors, moi j'ai appelé tout le monde, je suis d'accord là-dessus. Le diagnostic posé est faux. C'est beaucoup plus facile de dire les amis, on va virer tout le monde. Quand nous arriverons, ils repartiront. Et puis la France, patati, la France, patata. Moi je vous dis, nous sommes encore une grande puissance. Nous avons un grand rendez-vous, qui est le rendez-vous avec la mondialisation. C'est le rendez-vous de la France. J'aurais presque tendance à penser que les 1500 ans d'histoire de France avaient pour objectif, pour téléologie, et ça parlait de théologie, pour téléologie, ce rendez-vous. Parce que si la France est vraiment chrétienne, pardonnez-moi, hein, mais si elle est chrétienne, elle est universelle. Si elle est chrétienne, sinon elle n'est pas chrétienne. Je crois que ça sera... Et si elle est des Lumières, moi je ne vois pas beaucoup de Lumières, elle est aussi universelle. J'en termine par là. Merci, c'est quand même une histoire. Oui, alors la question à laquelle on n'a pas répondu, c'est que propose-t-on? Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de cette salle et on fait quoi derrière? Alors on a beaucoup parlé. Moi, vous le savez, je propose la journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans les établissements scolaires. Cette journée de retrait de l'école, on est à son 4e jour, puisque c'est une journée par mois. Il y en aura une autre en juin, et qu'en juin nous en tirerons le bilan et je ferai d'autres propositions. La journée de retrait de l'école restera une arme constante en France, et je vous en expliquerai ultérieurement les modalités. Il faut que vous sachiez que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, tout le monde est contre la journée de retrait de l'école. Toutes les élites islamo-catholiques sont contre. Et je veux ici remercier celui qui vient de sauver la journée du mois de mai. J'ai nommé Dieudonné Mbala, grâce auquel j'ai pu faire l'appel à ses côtés en direction des grands frères et des grandes sœurs des quartiers populaires notamment, qui doivent se joindre à leurs parents pour la journée du 12 mai, c'est-à-dire après-demain. Et je vous invite à mes côtés, aux côtés de Mbala et contre malheureusement toutes les élites islamo-catholiques, à faire la GIRE pour l'interdiction du genre à l'école. Merci.